Dans la très belle exposition que le Mexique a envoyée en France et qui a été inaugurée au mois d'octobre 2020, il y a plusieurs aspects. D'abord, effectivement, une présentation de cette civilisation qui a été une des premières du monde mésoaméricain, qu'on appelle les Olmecs, et d'autre part, le reste des populations et le reste des cultures qui ont occupé la côte du Golfe. En réalité, cette exposition concerne la totalité de la côte du Golfe du Mexique, qui appartient évidemment à cette ère culturelle unitaire qu'on appelle la Mésoamérique. La Mésoamérique, c'est en gros 1 million de kilomètres carrés de tout le sud du Mexique, l'ouest de l'Amérique centrale, et la côte du Golfe est une des parties, une des 8, 9 ou 10 parties, selon la façon de découper l'espace, de cette ère culturelle. Comme son nom l'indique, évidemment, elle est sur le bord de la mer, de l'océan Atlantique, et c'est une frange de terre avec une partie de Piémont à l'ouest et qui fait à peu près 800 km de long. Si l'on accepte la partie qui a été occupée surtout par les Olmecs et qui est la plus au sud, on se retrouve avec une zone qui fait à peu près 600 km de long nord-sud. Mais la totalité de la côte du Golfe au moment du XVIe siècle était un espace extrêmement compliqué, avec des populations extrêmement variées et des groupes qui cohabitaient sans forcément s'entendre beaucoup, mais en se comprenant malgré tout. Et c'est une situation qui n'a peut-être pas été toujours la même au cours de l'histoire. Peut-être qu'à date plus ancienne, les groupes étaient moins nombreux et ils avaient pu effectivement se répartir l'espace. En tout état de cause, il faut rentrer dans le détail pour comprendre un petit peu l'histoire de cette région. Donc, nous excluons la zone qui a été celle occupée par les Olmecs, le sud de la côte du Golfe, et nous reprenons sur tout le reste de la côte qui fait, lui, à peu près 600 km de long, encore une fois, depuis le Rio Soto la Marina au nord jusqu'au Rio Papaloapan au sud. Étant donné la complexité des choses, il va falloir subdiviser cet espace. Mais il faut d'abord dire que nous avons affaire à une des régions les plus riches, les plus fertiles de tout l'espace mésoaméricain, avec des sols profonds, ceux des plaines, mais aussi des sols importants dans les piémonts, et une abondance de pluie qui permet d'avoir les ressources nécessaires en eau. Nous avons en fait deux types de paysages, si l'on veut parler de façon extrêmement sommaire dans ce secteur-là. D'une part, les plaines côtières, qui sont traversées par les cours d'eau, par les fleuves qui vont se déverser dans l'océan, et d'autre part, les premières pentes de la Sierra Madre orientale à l'ouest, donc qui, elles aussi, sont extrêmement fertiles. Dans tout ce secteur-là, il y avait initialement probablement des forêts de type tropical, de moins en moins humides au fur et à mesure que l'on remonte vers le nord. Mais globalement, il s'agit d'un secteur extrêmement riche, très propice à l'agriculture, où l'agriculture est née très tôt et où elle était extrêmement développée. C'était d'ailleurs, dans la terminologie aztèque, la terre des nourritures. Et quand les populations du haut plateau central ont eu des difficultés pour se nourrir, une des façons de contourner cette difficulté était de s'exiler sur la côte du Golfe. Chronologiquement, l'histoire qui va nous intéresser s'étend depuis les derniers siècles avant notre ère, dans une époque qu'on appelle le préclassique final, jusqu'à la conquête espagnole, en passant par une grande période qu'on appelle le classique et qui dure de 300 à 900 de notre ère, sans oublier évidemment le début du post-classique qui a vu beaucoup de réalisations s'effectuer. Dans la région dont on s'occupe, pour y voir clair dans l'histoire extrêmement complexe qui s'y est déroulée, il faut regarder les choses secteur par secteur. Le premier secteur dont on va parler est celui le plus au sud. On l'appelle parfois le centre-sud du Veracruz, du nom de l'État actuel du Mexique. Et c'est une région de taille relativement modeste, puisque c'est un peu plus grand que le plus grand des départements français métropolitains, la Gironde. Ça fait à peu près 10 000 km², un peu plus de 10 000 km², et ça s'étend depuis le Rio Papaloapan au sud, qui est la limite du mont Olmec, jusqu'à la Sierra de Chiconquiaco,
qui est une avancée de la montagne en direction de la mer, qui vient quasiment plonger dans la mer. Sur ce territoire, qui donc n'est pas très grand, il y a eu énormément de réalisations culturelles et un très très fort dynamisme, un dynamisme qui a démarré très tôt. En réalité, cette précocité peut peut-être s'expliquer par la proximité justement avec le monde olmèque, dont la région a évidemment hérité. Au début de la chronologie qui nous intéresse, il y a un grand site dans ce secteur-là qui domine tout, c'est le site de Cerro de las Mesas. Cerro de las Mesas, c'est un site qui a été largement travaillé, encore qu'on pourrait encore y travailler beaucoup plus, qui comprend des zones cérémoniales, des zones d'habitat, et qui est dans un secteur particulièrement riche du point de vue agricole. Mais ce qui fait la célébrité du lieu, ce sont plusieurs aspects. Peut-être un petit aspect pour commencer. Dans des fouilles relativement anciennes, dans une sépulture qu'on a appelée la sépulture de 18, c'était sa nomenclature, on a découvert un homme enterré avec toute une série de mobilier, d'accompagnement. Et parmi ce mobilier, il y avait un joug en pierre, un petit joug en fait, un joug miniature qui n'est pas de la taille des jougs qu'on connaîtra postérieurement, et qui se trouvait là à côté d'un personnage dont la tête n'était plus solidaire du corps. Et la tête non solidaire du corps, cela évoque évidemment quelque chose, cela évoque le sacrifice par décapitation. Or, la connexion du joug, qui est un élément qui fonctionne avec le jeu de balle et la décapitation, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. C'est quelque chose d'exceptionnel à l'époque, et on pourrait presque dire qu'avec ce cas à Cerro de las Mesas, on est face à, d'une part, l'évidence que l'on jouait à la balle, et deuxièmement, que l'on sacrifiait une partie des joueurs, les gagnants ou les perdants, nous ne savons pas, à la fin du jeu, en les décapitant. Un élément exceptionnel dans le site de Cerro de las Mesas est la présence de plusieurs stèles qui représentent en bas-relief des dignitaires, probablement des souverains, dans différentes positions, accompagnées d'inscriptions. Et sur ces inscriptions, il y a d'une part du texte qu'on ne déchiffre pas encore actuel, qui doit être dans une langue épi-olmèque, et un certain nombre de dates. Et ces dates-là, on les déchiffre car elles sont inscrites dans un système connu depuis longtemps qui enregistre toute une série d'unités de temps depuis une date origine, et ce qu'on appelle le système du compte long. Il s'est produit tant de ce cycle-là, tant de ce cycle-là, et finalement tant de jours depuis la date d'origine. Donc ce système-là est bien représenté dans le site de Cerro de las Mesas, et localement c'est une tradition ancienne, puisque on avait déjà, dans les années bien antérieures, aux alentours début de notre ère, en 32 exactement avant Jésus-Christ, à Tres Zapotes, une première stèle qui comportait une date de ce type-là. Tout près de Cerro de las Mesas, il y a un site qui est devenu célèbre par la découverte d'une grande stèle qu'on appelle le site La Mocara. Et sur le site de La Mocara, cette immense stèle qui nous représente là aussi un souverain de profil et avec tous ses atouts, est accompagnée d'une très longue inscription, une inscription qui comporte, elle, beaucoup de signes, puisqu'il y a plus de 600 glyphes, et parmi elles, 2 dates, une qui correspond à 146 de notre ère, et une qui correspond à l'année 156 de notre ère. En fait, il y a donc toute une tradition d'écriture et d'inscription des dates dans cette partie-là, du centre-sud du Veracruz, qui est en continuité avec ce qui précède. Ce qui précède, on le connaît beaucoup moins, bien entendu. Néanmoins, on avait trouvé, il y a un certain nombre d'années, tout à fait accidentellement dans une carrière, un bloc de serpentine avec une 60aine de glyphes dessus, qui sont inscrits dans un langage qu'on ne déchiffre pas encore, qui doit être peut-être du proto-soké, miché-soké, mais qui nous montrerait que la tradition de l'écriture serait apparue dans ce monde-là très tôt, quelque part vers 1000 avant Jésus-Christ. Dans le secteur du centre-sud du Veracruz, il n'y a pas évidemment que Cerro de las Mesas, et il faudrait évidemment au moins parler de 2 autres grandes traditions qui se sont développées dans ce secteur-là et qui sont tout à fait exceptionnelles.
d'une part sur un site très voisin de Cerro de las Mesas qui s'appelle El Zapotal. Les collègues qui travaillent dans la région ont découvert, il y a un certain nombre d'années, toute une série de très grandes figurines. On peut quasiment parler de sculptures en céramique. Elles tournent autour de 1,50 m de haut. Donc ce sont quasiment des figurines de taille naturelle qui nous représentent plusieurs personnages et notamment des déesses. Ce sont des figurines en céramique creuse d'une énorme qualité et qui ont fait tout à fait la célébrité de ce secteur-là. Parallèlement, dans la même région, et sur une période qui s'étend à peu près sur 300 ans, de 600 à 900 de notre ère, il y a eu le développement d'une tradition de représentation en figurines de personnages qui sont très caractéristiques puisque leurs têtes, qui sont moulées, représentent systématiquement des individus avec une coiffure représentée souriants. On les a appelés les têtes souriantes et c'est une tradition qui marque l'originalité de cette région-là et qui constitue un autre des points importants de ce secteur du centre-sud du Veracruz. Si l'on passe maintenant à la région immédiatement au nord, on va parler du centre-nord du Veracruz et on a affaire à une petite région aussi. Et là, se sont développés, surtout au premier millénaire, énormément de sites qui sont construits la plupart du temps en terre, loin de toutes les sources de pierres possibles, et qui représentent souvent un plan standard avec un centre principal, sur le bord d'une place, une pyramide, sur un autre bord de la même place, un terrain de jeu de balle. C'est un modèle standard de cette région-là, qui est très reconnaissable et qui nous montre la place du terrain de jeu de balle et de la pratique du jeu de balle extrêmement fréquente, extrêmement importante dans cette région-là, puisque ça concerne y compris des sites tout petits. On a parfois dit d'ailleurs que la présence des terrains de jeu de balle à profusion de cette façon-là était peut-être un indice de la décentralisation politique qui régnait dans ce secteur. Cela dit, dans la région, il y a eu aussi l'existence d'une tradition sculpturale avec des représentations de personnages qui sont essentiellement des dignitaires aussi, et tout cela est quelque chose qui est bien présent toujours depuis le début du classique aux alentours de 300 de notre ère jusqu'au classique récent vers 700-800. Cela dit, parmi tous ces sites-là, il y en a un qui se distingue très nettement dans cette région-là et qui va avoir une importance capitale puisque ça va devenir un site qui va dominer une grande partie de la région, c'est El Tajín. El Tajín, c'est un site dont le centre mesure à peu près une centaine d'hectares, mais qui a énormément de quartiers résidentiels périphériques, mais surtout qui se distingue par un caractère très particulier, c'est qu'il a une quantité extraordinaire de terrains de jeu de balle. On en compte aujourd'hui, et ça peut encore augmenter, 17, ce qui montre aussi l'importance de cette pratique-là sur ce site-là. Cela dit, le Tajín est aussi célèbre par le fait qu'il a une architecture de pierre extrêmement élaborée et la structure la plus extraordinaire du Tajín, celle qui est la plus connue, c'est une pyramide qui est ornée de niches et qui est connue comme la pyramide des niches. La fin de l'apogée de ce site-là, qui se situe quelque part vers 900 000 de notre ère, a certainement été marquée par le règne d'un personnage qui est un de ceux dont on connaît le nom parce que la façon de représenter ce nom calendaire s'aperçoit sur un certain nombre de bas-reliefs qui lui sont consacrés. Et c'est un personnage qui s'appelle 13 Lapins. 13 Lapins a eu un règne peut-être assez long, en tout cas très marquant. Et nous avons en particulier une partie de ces hauts faits racontés sur des colonnes sculptées, donc de bas-relief, qui ornent l'entrée de son palais sur une partie un peu élevée du site qu'on appelle El Tajín Chico. Si l'on passe maintenant au dernier secteur, celui qui est le plus au nord de notre région, on se retrouve face à une zone qui est plus ample du point de vue spatial, puisqu'elle fait à peu près nord-sud 300 km de long, et qu'elle couvre une partie des États du Veracruz,
du Tamaulipas et les bordures des États voisins du côté de la Sierra. Ce secteur-là a été, contrairement aux zones plus au sud, apparemment un tout petit peu plus uniforme du point de vue culturel, puisque, en tout cas au moment où les Espagnols arrivent, c'est une zone qui est dominée par une ethnie en particulier, une langue aussi, bien entendu, les Huastèques et le Huastèque. Aujourd'hui on parle de Ténèques, mais c'est les mêmes populations. Et la Huasteca, qui était donc la région qu'ils dominaient, c'est un mot qui vient du nahuatl Huastlan, qui veut dire le pays des calebassiers, ces arbres qui portent des calebasses. Toujours est-il que les Huastèques, c'est des populations qui, au moment de l'arrivée des Espagnols, et aux yeux des Aztèques en particulier, étaient une population tout à fait homogène et extrêmement distinctive du point de vue culturel et du point de vue même physique. Les Huastèques étaient des gens qui pratiquaient beaucoup la déformation crânienne. Il y avait d'autres populations qui la pratiquaient, qui pratiquaient beaucoup aussi la mutilation dentaire, le limage des dents en particulier, aux incrustations dans les dents. Mais c'est aussi une population qui avait une autre pratique, pas pour tout le monde, mais pour les personnes les plus importantes, la perforation du septum nasal dans lequel on introduisait un ornement. Et puis c'est aussi une population qui avait la pratique du tatouage, la pratique de la peinture corporelle ou de la scarification. On ne sait pas très bien dans certains cas. Parmi les personnages où l'on voit apparaître la scarification, il y a une sculpture extrêmement célèbre et probablement une des plus représentatives de la Huasteca, qu'on appelle l'adolescent Huastèque, qui représente un personnage jeune qui porte dans son dos, dans une espèce de sac à dos, de porte-bébé si l'on veut, un petit personnage qui n'a pas l'air d'être un enfant parce qu'il a en réalité des traits d'adulte, simplement il est en miniature. Or, la miniaturisation des personnages, dans l'iconographie traditionnelle de cette région-là, c'est probablement la marque du fait que le personnage est un personnage mort. Il y a un certain nombre d'années, Guy Stresserpean, qui était un spécialiste le grand spécialiste de la Huasteca, a proposé une interprétation de cette sculpture dont cette image est assez mystérieuse, en rapprochant ce qui est représenté d'un mythe huastèque qui est encore connu, qui était connu il n'y a pas très longtemps, selon lequel le dieu du maïs, une fois l'agriculture installée, serait allé chercher son père dans l'inframonde, dans l'au-delà, dans les enfers peut-être, son père qui avait vécu lui au temps de la chasse et de la cueillette, pour lui montrer ce qu'était devenu la terre, et il l'aurait ramené sur son dos justement, tel que ce petit personnage est représenté dans le dos de l'adolescent Huastèque. C'est une option pour interpréter cette sculpture. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'une scène tout à fait identique, enfin tout à fait proche, est figurée sur la sculpture 3 que l'on a retrouvée à la pyramide des Niches d'El Taquin. L'adolescent Huastèque est une sculpture du XIV-XVe siècle. La sculpture de la pyramide des Niches est peut-être du Xe siècle. Autrement dit, on a 5 siècles de décalage. Est-ce que c'est la même représentation? Est-ce que l'on a voulu dire la même chose? Est-ce qu'aussi, peut-être, les gens du Tarim auraient été des Huastèques? C'est aussi une hypothèse à envisager. En tout cas, l'histoire de la Huasteca est une longue histoire qui débute par bien des antécédents, mais à partir d'un certain moment, les débuts de l'agriculture, les débuts de la sédentarisation, de la céramique, et qui, à date ancienne, a été extrêmement célèbre par ces figurines qu'on a redécouvertes par milliers. Et ces figurines d'époque ancienne nous montrent que, justement, quelque part dans le premier millénaire, peut-être même jusqu'au deuxième millénaire avant notre ère, ces gens qui vivaient très au nord de la côte du Golfe n'étaient pas sans rapport avec les Olmèques qui, eux, occupaient le sud de la côte du Golfe. Si l'on revient maintenant à la période que l'on connaît le mieux, sur les Huastèques en particulier, c'est-à-dire les derniers temps avant la conquête, on a beaucoup d'informations, beaucoup plus d'informations, et notamment il y a eu des fouilles d'un certain nombre de sites, par exemple un site qui se trouve à l'extrême nord, qu'on appelle Vista Hermosa,
et qui a fait l'objet, par une équipe française dans les années 60, de fouilles et d'un relevé systématique de l'architecture et de tout ce qui existait donc dans le paysage. Or, qu'est-ce qu'on constate sur le plan de ce site? Et on constate qu'il y a un certain nombre d'édifices cérémoniels qui sont plus grands que les autres, rectangulaires en général, à angle arrondi d'ailleurs souvent, et qu'il y a même un terrain de jeu de balle. Autrement dit, la tradition du terrain de jeu de balle s'étend du sud au nord dans cette région-là sans interruption. Ce qui est aussi intéressant, c'est de constater que à peu près la moitié des structures de ce site-là sont de plan circulaire. Or, ce qui est aussi une tradition bien ouastèque, les Ouastèques étaient connus pour avoir des maisons rondes. Donc la Huasteca a sa personnalité, et cette personnalité, elle se marque aussi sur le plan architectural. Mais ce qui probablement fait le plus la célébrité du monde ouastèque, et en particulier tardif, c'est un grand art de la statuaire. Cette statuaire qui est extrêmement abondante, extrêmement variée et de qualité majeure. Il y a un certain nombre de sculptures en bas-relief, mais pas beaucoup. L'essentiel de la statuaire est la ronde bosse, et on trouve là des thèmes qui se répètent, en particulier des personnages en majesté, debout, en position assez erratique, et en particulier dans ces personnages debout qui sont majoritairement, et c'est très net à souligner, des femmes, il y a là quelque chose qui interpelle parce que dans la statuaire mésoaméricaine, une place prééminente accordée aux femmes n'est pas une chose extrêmement fréquente. On s'est posé la question de savoir s'il s'agissait de personnages réels ou de déesses. Certains spécialistes disent qu'il y a des petites différences d'une figure à l'autre et que ça pourrait renvoyer plutôt à des personnages réels. D'une façon générale, l'allure générale de ces sculptures est tellement répétitive qu'il est difficile de ne pas imaginer qu'il s'agit plutôt de représentations de déesses. À côté de tout ce groupe de sculptures, donc femmes et hommes, il y a aussi une autre tradition qui est bien représentée, on en a des dizaines d'exemplaires, ce sont des sculptures plus petites en général, où on voit un personnage, un principe, un vieillard, un peu courbé en avant, on a parfois dit que c'était un bossu, et clairement dans certains cas c'est un bossu, qui s'appuie sur un bâton. Et ce type de sculpture est effectivement très présent dans la Huasteca tardive, et on a de bonnes raisons de penser qu'il s'agit d'une sculpture qui est liée à des rites de fertilité, le bâton en question représentant probablement le bâton à fouir avec lequel on pouvait planter le maïs. En fait, la tradition huastèque de statuaire, qui est si exceptionnelle dans les derniers temps, et on en a certains exemples fameux, remonte à plus longtemps. Dans les exemples tardifs les plus fameux, je pense notamment à une représentation tout à fait fragmentaire d'un personnage qu'on appelle parfois le prince huastèque, mais qui représente simplement un visage avec sa coiffure, une coiffure qui comporte, comme dans toutes ces sculptures-là, une partie arrière en éventail et une partie frontale en bonnet conique, et qui est absolument époustouflante. Mais la statuaire huastèque est en fait une tradition qui remonte à il y a bien plus longtemps, et on en veut pour preuve la dernière sculpture qui est représentée dans l'exposition actuellement visible au musée du Quai Branly, où l'on a affaire à la représentation cassée en plusieurs morceaux d'une femme nue avec des scarifications probablement plutôt que la peinture corporelle, et qui a été jetée dans un dépôt, dans un bassin qui recueillait l'eau d'une source. Cette sculpture en grès, qui date, elle, des alentours des années 200 de notre ère, est aussi un chef-d'œuvre de la statuaire, mésoaméricaine en général et huastèque en particulier. La totalité de la côte du Golfe, en particulier dans la partie qui se trouve au nord de la zone nucléaire Olmec,
fait l'objet certainement d'un certain nombre d'études. Actuellement, beaucoup de collègues recommencent à s'y intéresser, mais elle mériterait beaucoup plus.